Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Liseron Boudoul. Bonjour Liseron Boudoul, vous êtes grand reporter à TF1, vous avez couvert de très nombreux conflits, vous étiez à Kaboul il y a tout juste quelques jours, vous revenez pour nous raconter, et vous venez ici sur Sud Radio pour nous raconter comment vous avez vécu vous êtes la première femme, la première journée, je crois, à être rentrée dans Kaboul après la prise de pouvoir par les talibans. Déjà, comment on se remet avant de commencer, peut-être on va commencer par la fin. Quand on rentre, on met du temps à se remettre d'un reportage comme celui-là? Non, je dois vous dire la vérité, c'est pas une zone de guerre à proprement parler. Oui. C'est-à-dire qu'on n'était pas visé par des tirs ou pas par des hélicoptères de combat. Plus difficiles. Voilà, si on parle des risques, il y a des situations beaucoup plus crues, beaucoup plus dangereuses. Là, ce qui était particulier, c'est qu'on pénétrait dans un monde où on ne savait pas ce qui allait se passer. Certes, les talibans étaient là, les talibans sont considérés comme des terroristes, donc on se disait comment ils vont réagir avec nous, et puis avec moi en tant que femme, qu'est-ce qui va se passer? Blonde, alors j'ai bien sûr caché mes cheveux sous un foulard, mais très mal, puisqu'il y a toujours des mèches blondes qui dépassaient, mais en même temps je me suis dit qu'il fallait que j'aille à leur rencontre, et j'avais une telle envie de faire mes reportages et de montrer ce qui se passait ici que j'y suis allée comme journaliste, et je me suis dit on verra bien ce qui se passe. Vous étiez un petit peu protégé. Est-ce que vous êtes protégés, les journalistes là-bas, où il y a toujours quand même un risque? Non, on n'est pas protégé du tout. Non. Moi, je travaillais avec mon traducteur et mon chauffeur dans une voiture locale banalisée, et on avait décidé de s'habiller très vite en mode local, c'est-à-dire que j'ai acheté une abaya et le foulard, de toute façon on l'a mis dès qu'on est sorti de l'aéroport de Kaboul, et puis mon caméraman il a acheté le kamis, le fameux vêtement traditionnel afghan, comme ça on arrivait à être un peu moins repéré. Bon, bien sûr quand on sort la caméra après on est repéré, mais c'est là qu'il faut tourner très vite et savoir ce qu'on veut et ce qu'on peut faire, et ne pas traîner, surtout dans un contexte où il y a en plus une menace d'attentat et où on nous dit que des kamikazes traînent dans la rue et qu'ils aimeraient particulièrement cibler des Occidentaux, et les Occidentaux, il n'y en avait plus, à part nous, quelques journalistes. Comment on trouve les témoins, les femmes qui ont témoigné dans vos reportages? On l'a entendu dans le zapping. Comment vous trouvez ces femmes qui vont vous raconter les choses? Elles vous le racontent parce qu'elles ont envie d'être entendues ou parce qu'elles pensent qu'elles vont partir avec vous? Alors déjà, on les a pas trouvées comme ça dans la rue, parce que dans la rue, les femmes ont trop peur. Et même sous leur burqa totale, la bleue, elle ne parlait pas. Donc il a fallu faire des recherches, passer par des contacts, des amis d'amis, jusqu'à ce qu'on trouve ce professeur d'université et cette avocate qui me reçoivent chez elle, parce que de toute façon, elles se terrent chez elles depuis l'arrivée des talibans, elles ne sortent plus, elles ont terriblement peur, d'autant plus que ce professeur d'université, elle, est une femme seule qui a été abandonnée par son mari il y a quelques années, enfin comme ça arrive dans la vie partout, sauf qu'elle est chiite en plus et qu'elle a 2 petits-enfants, donc elle sait que si un jour les talibans frappent à sa porte, elle peut vivre le pire. Mais quand elle témoigne, elle se met en danger aussi. Et quand elle témoigne, elle se met en danger, mais là je leur propose, comme la direction de TF1 me le demande aussi, de masquer leur visage. Et là, les deux, l'avocate et le professeur me disent non, parce que nous voulons montrer ce visage que les talibans veulent cacher. Donc c'était déjà comme un message, quoi. C'était nous allons résister. Alors bien sûr, elles prennent le moins de risques possible pour ne pas se faire arrêter dans la rue, et quand elles sortent, elles sont totalement voilée. D'ailleurs, elle me montre dans le reportage le niqab qu'elle met. Qu'elle ne portera plus jamais de jean. Elle range ses affaires. Elle me fait rentrer dans sa chambre, et puis elle ouvre son placard et elle me dit voilà mon jean, j'aimais bien y aller à la fac avec mon jean, c'est fini. Et puis je vois des petits escarpins rouges, et elle me dit ça, faut plus y penser non plus, quoi. Et donc elle revêt, c'est sa nouvelle vie, mais sa nouvelle vie, de femme prisonnière, de vie brisée. C'est l'obscurité qui commence. Je me rappelle, elle me dit, c'est le début de la nuit. C'est l'obscurité, c'est l'obscurantisme, et puis on y va tout droit, parce que les signes qu'on a jusqu'à présent ne sont pas forcément optimistes. Non, pas très. Justement, pas très je vais vous poser une question difficile. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que ça change le regard sur les femmes qui ici, par mode ou par religion, portent un foulard? Est-ce que vous, qui avez connu ces femmes-là, vous comprenez la défense du foulard en France, ou c'est deux problèmes différents? C'est tellement 2 contextes différents et 2 problématiques différents que jamais je n'ai cherché à y voir un lien. Mais il y en a. Je me dis que là-bas,
Oui, on a le droit de choisir sa religion en France. Maintenant, porter un foulard dans des lieux où ça pose pas de problème, moi, j'y vois aucun inconvénient. Maintenant, là-bas, c'est une mesure de restriction imposée à des femmes qui ont goûté à la liberté pendant 20 ans et qui ont envie de vivre comme avant. Et là, elles se disent, mais non seulement on nous abandonne, mais en plus, on nous offre à des barbares. Ouais. Donc c'est ce sentiment-là que j'essayais de faire comprendre à travers mon reportage. On a beaucoup parlé des femmes, mais il y a aussi des hommes qui ont peur aujourd'hui des talibans. Ils vivent dans quel... Alors c'est pas homogène, hein. On a un peu tendance à être manichéen en France, à dire les méchants talibans, si je veux simplifier les choses, mais c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de... Voilà, au cœur des talibans, il y a différentes mouvances. Absolument. Et tout le monde n'est pas opposé aux talibans là-bas. Pas du tout. Il faut bien comprendre que l'Afghanistan, c'est un pays très conservateur, de tradition patriarcale. Et donc, quand on s'évade de Kaboul, parce que Kaboul, c'est une ambiance un peu particulière, hein, c'est une ville qui vivait un peu... C'est une ville qui vivait un peu à la mode occidentale, avec des Américains, avec des ambassades, avec des cafés. Les jeunes filles pouvaient se maquiller, pouvaient sortir même dans des cafés, même fumer le narguilé entre elles. Bon voilà, et là c'est fini. Là il n'y a plus aucune femme dans les cafés, hors de question de se maquiller. Et tous les salons de beauté sont fermés, y compris les représentations de femmes, les images de femmes devant les salons de beauté sont peinturlurées. Donc on est arrivé à un moment donné où tout ça se faisait, puisque ça faisait seulement une semaine qu'ils avaient pris Kaboul, les talibans, et on découvrait la ville comme les talibans aussi découvraient un peu la ville, parce qu'il y en a qui descendaient de leur montagne, qui ont fait 17 ans de guerre, et qui découvraient des pâtisseries avec des glaces, qui mangeaient des glaces avec un air un peu comme ça, curieux. Enfin, ça pouvait paraître à certains moments surréaliste même. Oui, on a vu des images. Que la réalité, c'était les checkpoints avec des mecs avec les armes de guerre. Avec les armes de guerre. Et puis, dès qu'il y a eu des manifestations de femmes, elles ont été durement réprimées. Hein. Il y a encore des manifestations aujourd'hui. Il y en a très peu, puisqu'elles sont interdites désormais. Donc, il faut faire une autorisation. Autrement dit, ça va être très compliqué d'en faire. Mais il y a des femmes qui essayent de trouver des moyens de résister. Alors après, il y a deux façons de résister. Ou on se dit qu'il ne faut pas rompre les canaux de communication avec les talibans. Il y a certaines femmes qui pensent que ça peut être une solution. Et puis il y en a d'autres qui essayent de partir. Très difficile de partir maintenant. Et puis il y en a d'autres qui essayent de résister en montant des groupes de résistance. Mais moi, ça va être compliqué de résister. En tout cas, ça va être risqué. Oui. Pour rebondir, il y a cette image dans un de vos reportages de TF1 où une femme vient dans votre voiture, vous êtes sur le point de partir, elle ouvre la porte et elle pense que vous allez l'emmener. Et je vois votre visage complètement à la fois étonné, à la fois désemparé. Désemparé. D'ailleurs, vous voyez, vous me racontez cette scène et ça y est, la chair de poule. La chair de poule, parce que c'est vraiment la scène qui m'a marquée, parce qu'on est sur cette route de l'aéroport, donc extrêmement de tension, parce que c'est juste avant le départ des Américains, donc les Afghans essayent, ils se disent il nous reste quelques heures encore, on va essayer de monter tout faire pour partir, dans l'un des derniers avions militaires, tout faire pour partir. Donc il y a beaucoup de tension. Et puis là, on parle avec 2-3 personnes, mais très vite, il y a un regroupement autour de nous. Donc on sait qu'il y a des menaces d'attentat, qu'il y a des kamikazes. Donc je dis très vite, il faut s'en aller. On rentre dans la voiture. Et là, cette femme, toute de bleu voilée, rentre et puis commence à me parler en langage local et puis on comprend qu'elle me dit prenez-moi avec vous, parce qu'elle pense, comme on est garé dans le sens de la route de l'aéroport, qu'on va y aller puisqu'on est des Occidentaux, qu'on a laissé passer, qu'on va... Donc elle s'agrippe à moi, à mon poignet, et elle se met à pleurer, et là je la vois juste à travers son grillage de sa burqa. Je sens que c'est pas une jeune femme. C'est une femme qui a bien 50, voire un peu plus, et elle me montre des photos. Je comprends qu'elle a sa famille, elle a travaillé avec une administration occidentale. Et... Bref, on sait pas quoi faire, elle pleure, on est obligé de partir parce que tout à coup ça se regroupe encore plus autour de la voiture, donc ça devient potentiellement risqué. On ferme la porte, on commence à démarrer, et là elle rouvre à nouveau la porte et elle s'agrippe à la poignée à tel point qu'elle la casse. Et là, on voit des gens qui commencent à devenir très tendus autour. On est obligé de partir et malheureusement, on laisse cette femme que je ne peux pas aider. Et j'essaye le lendemain matin d'envoyer mon chauffeur pour la retrouver, pour au moins lui parler, savoir comment elle est. Enfin voilà, et vous l'avez pas retrouvée. Et on l'a pas retrouvée. Non.
Et je ne sais pas ce qu'il est advenu de cette femme. Est-ce qu'elle a pu monter dans un avion? J'en doute. Ouais, c'est compliqué. Vous avez coécrit un livre qui s'intitule Elles risquent leur vie sur les femmes reporters de guerre. Être une femme, c'est un avantage, un inconvénient? Enfin, on pose cette question. Ou pour vous, il n'y a pas de différence? C'est ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est ça. Je savais que les talibans n'aimaient pas les femmes. Je savais que moi, en tant que journaliste, ça allait peut-être être compliqué. Je me suis pas trop posé la question. Je me suis dit, je suis journaliste, j'y vais. Je leur parle et puis je leur plante le micro, puis on verra bien comment ils réagissent. Certains ont réagi. Ça a été tendu parfois ou pas? Vous avez eu des moments compliqués? Oui, bien sûr. Il y a certains groupes de talibans qui sont plus agressifs que d'autres dans ce Kaboul qu'on découvre, et notamment vers la route de l'aéroport. Et je me souviens notamment d'un moment où il y a un taliban qui a dit « Mais il est où son mâle protecteur à celle-là ?» en parlant de moi, parce que normalement les femmes doivent être accompagnées d'un homme. Respectent la loi, leur loi islamique très rigide, doivent être accompagnées de leur frère, de leur père ou de leur mari. Et donc, bien sûr, je n'avais ni l'un ni l'autre. Et mon caméraman répond, et mon équipe répond, mais non, mais on est journaliste et tout ça. Et puis, voyant qu'on essayait je lui fais un sourire comme ça, je m'écarte un peu, je me dis, vaut mieux que j'aille pas l'affronter, là, ce coup-ci. Et puis je lui fais un petit sourire, puis il est tellement interloqué que je lui souris comme ça. Et il dit bon, alors elle n'a pas le droit de se mettre à l'arrière de la voiture puisqu'elle n'est pas accompagnée par le mâle protecteur. Il faut qu'elle se mette devant, à côté du chauffeur. Très bien, on s'est exécuté et puis on est parti. Puis vous êtes parti. Et puis voilà. Mais vous sentez que ça peut basculer, ça peut basculer d'un moment à l'autre. Oui, sans... bien sûr, ça peut basculer, y compris dans des moments de chaleur intense pour eux, c'est-à-dire par exemple quand les Américains partent et qu'ils sortent les mitrailleuses et tout dans la rue, et on se dit vaut mieux pas être au milieu de tout ça parce qu'ils tirent dans tous les sens. Et là il y a quelque chose, on a vu beaucoup d'images au moment du 11 septembre de journalistes qui culpabilisaient d'avoir de l'adrénaline au moment où les tours sont tombées et d'être entre guillemets excités par le moment parce que il y a l'adrénaline du journaliste. Vous avez cette culpabilité parfois d'avoir de l'adrénaline sur les terrains de guerre? Pas du tout, j'ai une envie énorme d'y aller à Kaboul. Parce que là c'était le 15 août, vous êtes parti le 16. Oui. Je suis partie le 16 au Qatar. Oui, au Qatar. En fait, tout le monde cherchait un moyen, mais comment y aller? Le pays est fermé, il n'y a plus d'avion. Et puis je leur dis, mais moi, je vous propose un coup. On essaye, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. On va au Qatar, je rencontre des talibans, des leaders talibans qui négocient avec les Américains. Je leur demande de m'emmener à Kaboul. Et puis voilà, on va. Vous les payez? C'est comme un rêve. Ils demandent de l'argent ou pas? Non. Ah non, surtout pas. Non. Les talibans font très attention à ce genre de comportement. Leur truc, leur objectif, c'est quand même d'arriver à diminuer la corruption en Afghanistan. C'est peut-être une de leurs particularités qui mériterait d'être retenue, en dehors de tout ce qui ne va pas, quoi. Mais leur objectif, c'est justement d'arriver à construire un autre Afghanistan. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Ils m'ont aussi expliqué qu'ils avaient changé. Maintenant, on n'en voit pas les signes pour le moment. On n'en voit pas du tout les signes. De la vertu. Voilà, il n'y a pas de ministère des femmes, mais il y a le ministère de la... C'est pas vice et de la vertu. C'est ça. Du vice et de la vertu, je crois que c'est ça. Vous allez y repartir? Ah oui, j'espère. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont fermer les portes ou est-ce qu'ils ont besoin aussi des journalistes Je pense qu'ils ont quand même besoin. Ils ont besoin de... C'est pour ça que quelque part, de relations il y avait moins de internationales et donc maintenant de laisser entrer des journalistes. Dans quelles conditions? Ça, je ne peux pas répondre aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai pu travailler pendant 3 semaines, même dans des conditions compliquées, dans un contexte de risque, d'attentats et d'incertitude sur ce qui allait se passer. Mais j'ai quand même pu travailler 3 semaines. Mais est-ce que là-bas, vous avez un autre confort que les habitants pour se nourrir, pour l'argent que vous avez? Vous trouvez quand même des choses différentes qu'eux ou finalement vous vivez à la manière d'eux? On a quand même un peu d'argent, nous, quand on part. Donc ça nous aide à payer un hôtel, même si c'est l'hôtel contrôlé par les talibans et où les talibans sont installés, où on fait par exemple la queue au buffet du breakfast avec les talibans et leur calache en bandoulière. Ils attendent leur omelette comme nous, voilà, c'est ça, on vit avec eux. Maintenant, quand on sort, tout dépend du contexte, de ce qui se passe, donc on s'adapte aussi. Les conditions de tournage doivent changer chaque jour, presque, selon les informations qu'on a, selon le reportage, le type de reportage qu'on veut faire. Mais bon, voilà, il n'y a pas de règles prédéfinies. On vous a suivi quand même avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'admiration aussi, parce que malgré tout, grand reporter, ça reste un métier
qui force l'admiration. Et encore une fois, c'est courageux. Vous allez, on critique souvent les journalistes, mais vous allez pour informer, pour rapporter des images de la réalité d'un pays, d'un conflit. Donc, merci d'être venu ce matin, en tout cas sur Sud Radio. Liseron Boudoul, donc correspondante, envoyée spéciale à Kaboul. Vous aimeriez être correspondante dans un pays, ça vous plairait? Ou vous avez envie de bouger, de changer à chaque fois? Non, j'aime bouger, mais j'aime, c'est vrai, particulièrement le Moyen-Orient. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, voilà, le petit message. Merci beaucoup, Liseron Boudoul, donc grand reporter sur TF1. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant.